En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toutes, contente de vous retrouver sur un nouvel épisode de Fortuné. Aujourd'hui, on va parler un peu immobilier. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup à songer aux investissements immobiliers. D'ailleurs, sur chaque interview, j'ai l'impression que les projets immobiliers sont tous d'actualité. Et la dernière fois, je vous avais fait un épisode qui avait été demandé par Nova sur est-ce que c'est toujours le bon moment d'aller acheter de l'immobilier. Et donc maintenant, si jamais vous avez décidé de vous lancer, j'aimerais bien vous montrer quelques questions qu'il est crucial de poser à la visite immobilière, histoire de ne pas vous faire avoir. Alors j'espère que vous prenez des notes, que vous êtes bien installés, et c'est parti, montez le son. Déjà, avant même de poser des questions à votre agent immobilier lors de la visite, il va falloir bien se renseigner avant. Quand vous repérez une propriété, il y a énormément de choses que vous pouvez demander. D'ailleurs, vous avez le droit de tout demander et de ne vous déplacer qu'en cas de vrai coup de cœur et de calcul de rentabilité positif. N'allez pas vous embêter à visiter un bien immobilier si vous n'êtes même pas sûr que la rentabilité est au rendez-vous. Et là, je parle en tant qu'investisseur. Si vous cherchez à être investisseuse, vous allez en visiter plein des biens. Vous n'avez pas de temps à perdre avec des biens qui ne peuvent pas faire partie de votre patrimoine pour des raisons financières. Alors, avant même de lancer la visite, quand vous prenez contact avec l'agent immobilier, il faut avoir bien préparé en amont toutes les recherches sur la propriété et le quartier dans lequel se situe le bien. C'est aussi le moment avec vous-même de clarifier les objectifs, les critères essentiels de votre recherche immobilière, puisque vous pouvez facilement vous laisser séduire par un bien qui vous plaît, mais on n'est pas en train de vous demander si vous aimeriez y habiter ou si ce bien vous plaît bien. Quand vous êtes investisseuse, vous vous demandez si ce bien il est rentable et si il arrive à répondre à votre objectif financier qui se cache derrière. Puisqu'on le rappelle, un mauvais investissement immobilier peut bloquer votre capacité de réendettement si vous cherchez à renouveler d'autres crédits par derrière. Alors on calcule bien avant de se lancer dans la gueule du loup. Bon, une fois que vous êtes bien renseigné, que vous êtes sûr que ce bien a du potentiel dans votre patrimoine, vous pouvez bien évidemment aller le visiter et on va voir ensemble les différentes questions clés à poser. Et même si vous les avez déjà posées en amont, je vous invite toujours à reposer la question. On ne se souvient jamais de ce qu'on a répondu à toutes les personnes qui ont posé des questions et donc peut-être vous pourriez entendre des trucs un peu différents où l'agent immobilier, il a pu en apprendre des nouvelles entre votre appel et votre visite. Donc, on pose des questions, on les répète, on les reformule pour être sûr d'à chaque fois avoir la même réponse. Les 3 premières questions vont porter sur les questions de structure ou l'état de la propriété. Notamment, première question, quelle est la date de construction de votre bien? Quel est l'âge de la propriété? Tous les biens un peu anciens, même très très vieux, ne sont plus garantis par les décennales. Généralement, on se tourne toujours vers de l'ancien quand on investit, puisque c'est là qu'il y a des travaux à faire et que fiscalement, ça devient intéressant. Mais du coup, quand on a un bien qui est très vieux, il faut aussi s'intéresser à tout l'état de la propriété, à l'immeuble, à la façade, est-ce qu'il y a des gros travaux de prévus? Et ça, l'âge de la propriété peut vraiment bien vous renseigner sur d'éventuelles autres questions qui pourraient en découler. Question numéro 2, y a-t-il eu des rénovations ou des extensions? Et surtout, sont-elles aux normes? Alors dans ma famille, il y a une petite malédiction sur ça. Et du coup, moi, ça fait partie de mes questions phares quand j'ai un doute sur de potentiels ajouts. À savoir, quand vous avez un bien qui a une piscine, qui a une véranda, où vous voyez différents matériaux sur la façade, parfois ça peut cacher le fait qu'on a fait une extension
qui n'est pas du tout un vice, qui n'est pas du tout un problème. Mais assurez-vous qu'il y a bien eu les permis, que cette construction a été légale et bien déclarée. Et en tout cas, faites figurer dans votre compromis et dans votre contrat de vente que si jamais ça n'était pas le cas, que c'était défaut ou quoi, vous n'en prenez pas la responsabilité. Personnellement, dans ma famille, on a toujours acheté des maisons avec des vérandas parce qu'on adorait ça. Et je me revois encore la tête de mes parents quand il a fallu démolir la première véranda qu'on a eue parce qu'en fait, elle était illégale, qu'on ne l'avait pas su, enfin en tout cas qu'ils ne l'avaient pas su, et que la mairie, l'urbanisme s'en est rendu compte. Et ben, les frais de démolition pour cette véranda qui n'est pas aux normes retombent sur vous en tant que propriétaire alors que vous n'êtes pas ceux qui ont fait construire. Donc ça, faites bien attention. Vous vérifiez toujours les vérandas, les piscines, les cabanes de jardin. Vous devez avoir tout, les autorisations de permis de construire, c'est important. Sinon, si jamais ça se découvre, vous aurez de sérieux problèmes, et en tout cas surtout de sérieux frais de démolition, puisqu'ils vont vous demander de l'enlever. Et encore une fois, si jamais vous entendez un chat miauler, ce n'est pas le vôtre, c'est la mienne, et elle est toujours aussi bavarde. Troisième question, comment est l'isolation thermique et acoustique? C'est toujours très intéressant de savoir si vous êtes dans un quartier bruyant, si ça va se refléter dans l'appartement ou la maison. Mais aussi, ça peut se refléter via le DPE, qui est le diagnostic énergétique. Avant de vous lancer dans un investissement, allez-y en connaissance de cause. Est-ce que le DPE, il est pourri? C'est une passoire thermique et vous allez devant de gros travaux qui peuvent être intéressants à faire pour de la plus-value et aussi pour une raison environnementale, bien sûr, et aussi parce que ça va être des gros axes de négociation de prix du bien, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir faire ces travaux puisque maintenant, il y a certains DPE qui sont interdits à la location et d'année en année, ça va se durcir. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'être rendu à la visite pour avoir reçu ces documents, mais si jamais vous ne les aviez pas demandés et que vous aviez juste ce qui était marqué sur l'annonce, assurez-vous à la visite immobilière d'avoir le papier sous les yeux et qu'il n'y ait pas une erreur dans ce qu'on vous raconte. Ensuite, ça va être surtout des questions sur les installations thermiques. Donc, quatrième question, quand est-ce que les installations électriques et de plomberie ont-elles été vérifiées ou remplacées? Est-ce que la propriété est équipée d'un système de chauffage efficace et économique? Vraiment, faites-moi un point complet sur toutes les installations électriques et de plomberie. Normalement, vous avez bien évidemment des diagnostics qui ont été obligatoires et faits. N'hésitez pas à mettre le nez dedans et à regarder toutes les anomalies qui ont été détectées. Et n'écoutez pas toujours l'agent immobilier qui vous dit que ce n'est pas grand-chose et que c'est facile à refaire. Ce qui est facile à refaire ne veut pas dire pas coûteux. Il y a des installations, quand elles ne sont pas aux normes, elles ne sont pas forcément obligatoirement à refaire, mais quand même, faites attention. C'est aussi un axe potentiel de négociation, puisque si jamais vous êtes dans de vieux appartements, et parfois c'est juste les années 70, c'est pas si loin que ça, vous avez des appartements où l'électricité n'a pas été refaite, donc souvent il n'y a pas les prises de terre, c'est pas grave, tout fonctionne correctement, mais clairement c'est plus aux normes, et donc si jamais vous voulez tout refaire dans votre appartement, c'est pas très compliqué selon la taille de l'appartement d'avoir entre 5 et 10 000 euros de travaux pour refaire tout un réseau électrique d'appartement. Bien évidemment, ça dépend de tout ce qu'il y a à faire et de la taille de votre appartement, on est bien d'accord. Pareil, il est important de savoir le système de chauffage. Est-ce que le chauffage est individuel? Est-ce que le chauffage est collectif? Est-ce que ça passe par des ventilations, par des radiateurs ou par un sol chauffant? Et du coup, est-ce que ça rentre dans vos charges de copropriété? Est-ce que c'est des compteurs individuels ou est-ce que c'est à vous de prendre vos abonnements? Et il faut bien comprendre du coup si vous avez besoin d'ouvrir un contrat ou si ce contrat il est collectif et divisé dans les charges de copropriété. Cinquième question, c'est bien évidemment de demander s'il y a des problèmes d'humidité ou des antécédents de dégâts des eaux. Ça peut être intéressant de connaître les antécédents de cet appartement s'ils les ont.
pour être sûr de pouvoir mettre une petite clause dans votre compromis ou dans votre acte de vente qui dit que tout problème qui surviendrait à nouveau à ces mêmes endroits serait en fait un ancien dégât mal réparé et que donc vous n'en prenez pas la responsabilité, par exemple. Ça peut aussi vous rebuter en vous disant: «OK, est-ce que je suis vraiment sûre que les travaux ont bien été faits et ont été réparés correctement?» Si vous n'avez un doute, bien évidemment, vous passez votre chemin. Moi, j'ai connu un investissement immobilier avec actuellement toujours un dégât des eaux et je peux vous dire que ça ne me fait pas rire. Et aussi, parfois, ça se déclare juste comme ça et pas de bol et ça tombe sur nous et c'est à nous de le gérer. C'est pas forcément un vrai problème, mais forcément, c'est pénible et ça fait retarder vos locations, hein, tout simplement, le temps des travaux. Ensuite, il va falloir faire attention à tout ce qui est environnement, donc vous allez questionner votre agence sur la qualité de vie dans ce quartier. N'hésitez pas aussi à faire le tour d'internet, des médias et de ce qui se raconte dans votre ville. Et je rajouterais idéalement, pourquoi pas faire un tour de voisinage si vous croisez des gens pour voir un peu les points noirs et les trucs positifs qu'ils ont dans cet immeuble, dans ce quartier, dans ce lotissement. C'est généralement de bons tuyaux et une bonne source d'information pour savoir s'il y fait bon vivre. Bien évidemment, autre question, vous devez vous demander si il y a des services de proximité et si oui, quels sont-ils? Plus vous avez de services de proximité, plus ça offre de la valeur à votre bien et en qualité de vie pour vos futurs locataires. Encore une fois, je l'avais dit dans un précédent épisode, mais si vous avez fait une bonne affaire financière dans un endroit où il n'y a aucun service de proximité et que votre objectif était de le faire louer, ça va déjà être compliqué de faire une plus-value à la revente si rien n'est venu s'installer autour de votre bien, mais surtout ça va rendre la vie de vos locataires potentiellement plus compliquée. Et donc prétendre à des loyers hauts quand on n'a pas d'offres sexy à côté de chez soi, c'est compliqué, c'est touchy. Déjà que les loyers n'augmentent pas des masses, franchement, privilégiez un quartier avec des services de proximité comme des écoles, des commerces, des transports. Voilà, pas trop loin et faisable idéalement à pied. Huitième question, très important, y a-t-il des projets de développement dans le quartier en question qui pourraient affecter la propriété? Est-ce qu'on va refaire des canalisations d'eau? Est-ce qu'il va y avoir d'énormes travaux? Est-ce qu'il va y avoir une ligne de tram? Voilà. Est-ce qu'ils vont construire un bâtiment dans le champ d'en face? Est-ce qu'il y a un immeuble qui va être complètement détruit dans la rue d'à côté? Essayez de faire le point et de vérifier s'il y a des constructions ou des choses qui peuvent soit apporter de la valeur à votre bien, auquel cas c'est une bonne opportunité, soit qui vont au contraire affecter en négatif la valeur de votre bien, puisque ça va devenir peut-être une nuisance sonore. Et les dernières questions se porteront sur les questions juridiques et financières. Il va être intéressant de se poser la question de quel est le statut juridique de la propriété. Est-ce que c'est une pleine propriété ou est-ce que c'est une copropriété? Et si vous êtes en copropriété, est-ce qu'il y a un syndic qui le gère ou est-ce que vous êtes sans syndic et que la gestion se fait entre copropriétaires? Et s'il n'y a pas de syndic, demandez-vous combien de copropriétaires vous êtes. N'hésitez pas du coup à faire le tour pour voir si l'ambiance est bonne, puisque des copropriétaires qui ne s'entendent pas, c'est des copropriétaires qui ne font avancer aucun travaux et une copropriété qui peut du coup avoir des difficultés à être bien entretenue. Par contre, ne pas avoir de syndic, ça peut être une très bonne opportunité si jamais vous êtes en pleine propriété d'un petit immeuble. Comme ça, vous gérez tout vous-même et vous évitez les frais de gestion d'une copropriété qui sont forcément très coûteuses. Et si jamais vous êtes énormément de copropriétaires, un syndic a dans ce cas-là tout son avantage parce que certes ça coûte, mais au moins ça met tout le monde d'accord, on fait des votes des AG, basta, c'est réglé et on n'en parle plus. Et la 10e question, c'est y a-t-il des frais de copropriété et combien ça représente mensuellement pour se faire un budget de votre côté et voir si ça rentre dans votre calcul de rentabilité.
Y a-t-il également des frais supplémentaires à anticiper, comme potentiellement des travaux qui viennent d'être votés? Notamment, moi, dans de mon premier appartement que j'ai acheté, il y avait un travaux qui est d'ailleurs en train de se faire actuellement. Il faut que j'aille tout à l'heure déposer les clés à un ouvrier de réfection des canalisations qui comportait trop de plomb et qui du coup posait potentiellement un problème de santé. Il a été voté à INAG il y a 2 ans la réfection des travaux. La copro, enfin le syndic ne s'est pas occupé de réserver ces travaux-là assez vite, ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui embêtée avec des travaux que je pensais avoir déjà été faits l'année dernière, mais ça n'est pas le cas. Bref, c'est pas grave, ça va être fini cette semaine et c'est très bien. Mais voilà, ça ce sont des gros travaux à prévoir et qui sont coûteux. Et dans mon cas, j'avais dit que c'était inadmissible de louer avec du plomb, que donc en tant qu'investisseuse, ça allait me pénaliser tant que les travaux n'étaient pas faits puisqu'il était hors de question de louer et d'ailleurs c'était pas ok de louer dans ces conditions-là. Dans ce cas-là, j'ai négocié le prix du bien à la baisse. J'ai réussi à économiser, je crois, 10 000 € liés à ces travaux qui n'avaient pas été faits. Et en plus de ça, le prix des travaux a été à la charge de mon vendeur. Ce n'est pas moi qui les ai payés. Admettons que vous ayez un ravalement de façade de prévu alors que vous arrivez tout juste dans votre appartement et que vous prenez un crédit pour y arriver, et bien peut-être que ça peut se négocier, que ce soit aux frais du vendeur ou alors de bien négocier le prix d'achat du bien à la baisse pour pouvoir financer les travaux. Voilà, ça ce sont des choses très importantes à vérifier. Et de toute façon, ne vous fiez pas juste à ce qu'on vous raconte. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de travaux qui a été voté ou rien de coûteux, vous demandez de toute façon les 3 derniers procès-verbaux des AG. C'est eux qui vous disent tous les problèmes qu'il y a dans la copropriété. Est-ce qu'il y a des gens qui ne payent pas? Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été votés puis qu'on ne vous a pas averti? Et ça vous redit à peu près chaque année combien est-ce qu'on a dû payer de charges de copropriété pour vous faire un peu une tendance de ce que vous allez payer. On n'oublie pas également, mais ce ne sont pas des charges de copropriété, la taxe foncière. Vous pouvez aussi demander les relevés des 3 dernières années ou au moins de l'année passée pour vous faire un petit tableau de ce que ça devrait donner cette année-là. Voilà, vous avez déjà fait le tour de questions les plus importantes à poser lorsque vous êtes en train de visiter. Bien évidemment, il peut y en avoir plein d'autres, mais là déjà, vous avez fait un gros balayage des points les plus importants. Je rajouterai une question, et pas des moindres, et vous pouvez d'ailleurs la poser avant de visiter ou en tout début de visite, parce que ça aide à conditionner la visite et à voir ce que vous pouvez aller négocier. La question bonus, c'est pourquoi les vendeurs vendent leurs biens? Comme je dis toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je n'aime pas trop cette phrase, mais c'est la vérité. Quand on joue notre avenir avec un crédit, on ne va pas se permettre d'acheter au prix quand on sait qu'on peut négocier 10, 20, 30% du prix du bien. Et oui, ça peut être 10, 20, 30% parce que déjà, il faut savoir que la majorité des biens sont surévalués et que quand vous achetez au prix, soit c'est parce que c'est très 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 recherché, c'est une pépite, en fait, il faut limite signer maintenant parce que ça se vend sur 2 visites uniquement, tellement c'est recherché. Bon, là, d'accord, c'est cas exceptionnel. Mais sinon, s'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir et de demander pourquoi les vendeurs vendent. Parce que quand il y a eu un décès et que c'est un héritage, les gens sont pressés. Et en fait, quelque part, le prix de vente, parfois et le plus souvent, ils sont pas à ça près. Ensuite, ça peut être un divorce. Les divorces, c'est urgent de vendre. C'est aussi un point négociant possible. Est-ce que il y a une mutation? Les mutations, c'est urgent aussi. Et bien évidemment, à la visite, vous pouvez regarder s'il y a encore les meubles et les affaires des gens. Et quand il n'y a que les meubles ou très peu de meubles ou pas de meubles du tout, dites-vous que ce sont des gens qui sont déjà partis dans leur nouveau logement et que là, c'est très embêtant d'avoir ce logement qui ne se vend pas puisque eux, ils ont certainement un prêt-relais qui leur coûte beaucoup d'intérêt. Donc dans ce cas-là, vous avez un petit poids en plus à faire jouer. Vous avez vraiment un axe de négociation sur lequel il ne faut pas hésiter à appuyer.
Vous allez pointer tous les défauts du bien en justifiant du coup la baisse du prix et vous allez jouer sur l'urgence des vendeurs pour pouvoir avoir une meilleure négociation. Bien évidemment, le vendeur n'acceptera jamais quelque chose qui est impossible pour lui, donc ça restera toujours une histoire de négociation et de compromis. Les deux parties vont finalement s'y retrouver. Mais ne vous sentez pas obligé d'acheter au prix. J'espère que cet épisode aura pu t'aider à programmer tes prochaines visites de biens immobiliers. N'hésite pas à me tenir informé, je serai ravie de fêter avec toi ta victoire de ton premier achat ou ton premier investissement immobilier, ou que sais-je, peut-être que tu en as déjà 10. Pour toutes celles qui souhaitent se lancer en immobilier, je vous invite à reprendre ce podcast et à noter les questions parce que c'est vraiment le centre et le cœur des négociations et de ce que vous devez apprendre sur votre bien immobilier que vous avez en vue avant de signer quoi que ce soit. Je vous remercie encore une fois d'être encore et toujours plus nombreuses à suivre ce podcast, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à venir me trouver sur Instagram et me poser vos questions ou me dire quels sont les prochains épisodes que vous souhaitez avoir dans vos oreilles. J'essaye en général de me dépêcher de vous les faire et de les sortir en priorité. Alors n'hésitez pas à venir me le partager. Et pour toutes celles qui n'ont pas plus de questions, je vous invite aussi à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée pour que le podcast de Fortuné remonte dans le classement et permette à d'autres femmes de nous rejoindre. Sur ce, je vous laisse passer une très belle journée et je vous dis rendez-vous dans un prochain épisode. Bye!